Bonsoir Gérald de Palmas. Bonsoir. Bon, ça s'appelle La beauté du geste. C'est vrai qu'on l'a attendu pendant 3 ans, cet album. Il s'est passé des choses avant, évidemment. J'ai l'impression que vous êtes revenu à l'essentiel. En tout cas, que c'était important pour vous de reprendre un papier, un crayon et une guitare. Oui, j'ai tendance de temps en temps à me laisser emporter par les arrangements, le son, les machines, les synthés, enfin tout ce qui est très divertissant. Et c'est vrai que je suis obligé de temps en temps de me faire un petit peu violence et de revenir, comme tu dis, sur l'essentiel, l'écriture. Il a été commencé en Normandie, cet album. Mmh. Et puis, rapidement, il y a eu un besoin de retourner à l'île de la Réunion, là où vous habitez d'ailleurs. C'est quoi? C'est vos racines déjà? Ça, c'est important de le dire. Ouais, j'avais besoin de aussi voir un peu ma famille. Voilà, j'avais un besoin de repartir. Je sais pas, il devait faire. J'ai dû commencer en hiver et au bout d'un moment, la Normandie en hiver, c'est dur. C'est très sympa au printemps, la Normandie. Mais non, mais blague à part, j'avais besoin de repartir un peu là-bas. Est-ce qu'il y a eu cette notion de page blanche, Gérald de Palmas? J'ai eu l'impression, à un moment donné, qu'il y a eu, pas une difficulté, mais une Non, parenthèse. c'est pas la page blanche qui me fait peur, c'est la difficulté de me mettre dans le bon état d'esprit pour écrire ou composer. Ça me demandait un effort très important. Il fallait que je prenne ma guitare et que je joue pendant peut-être 3-4 heures avant de rentrer, avant de me détacher un peu de la vie du quotidien et de pouvoir commencer à être créatif. Et c'est affligeant à chaque fois d'être obligé de passer par cet état-là. Et en fait, j'ai trouvé une ruse qui marche très bien. C'est que j'ai ma guitare et un bloc-notes et un stylo dans mon lit, enfin à côté. Et en fait, dès que j'ouvre les yeux, quand je suis en période d'écriture, pas tout le temps, je prends ma guitare et j'écris tout de suite. C'est-à-dire que je me lève pas, je prends pas de douche, je ne mange pas et je reste dans mon lit en travaillant jusqu'à, je sais pas, 13 heures. Et en fait, ça m'évite de cogiter. Parce que si je fais le truc habituel, c'est-à-dire je me lève, brosser les dents, prendre ma douche, je commence à cogiter et je rentre dans le quotidien. Je rentre, bon, il faut payer ci, il faut s'occuper de ça, il faut aller chercher ci, il faut aller chercher ça. Après, je prends mon petit déj, ça continue, ça travaille là-haut. Et quand arrive le moment de me mettre devant la page blanche, justement, pour bosser, ma tête est farcie d'un tas de choses qui me déconcentrent par rapport à... Et j'ai trouvé cette ruse-là et ça marche super bien, en fait. D'ailleurs, vous avez d'abord écrit les textes Mmh. avant de faire les partitions de guitare, enfin avant Ouais. de poser la musique. Avant la mélodie. C'est pareil, ça vous a aidé, ça, beaucoup? Ça aide beaucoup, parce que quand tu fais la mélodie d'abord, ben, tu as un nombre de vers avec un nombre de pas dans les vers. C'est un vrai carcan, en fait. Il faut rentrer les mots à l'intérieur de ce carcan. Et j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et je sais pas pourquoi, c'est une bêtise, parce que c'est... Enfin, c'est pas que c'est une bêtise, mais c'est super dur. Alors, quand tu commences par le texte, ça te laisse beaucoup plus de latitude pour écrire. De liberté aussi. Vous avez toujours été un artiste libre, en fait, hein, Gérald de Palmas. Ouais, enfin la liberté par rapport aux autres, par rapport à moi-même, non. Je me suis, à mon avis, mis, comme tout le monde, beaucoup de contraintes, comme un grand tout seul. Si tu veux dire liberté par rapport, je sais pas, à un choix de quelque chose qu'on m'aurait imposé, une maison de disques ou quelque chose comme ça, oui, non, ça j'ai jamais eu. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est quand on écoute cet album, il y a un côté live, en fait, qu'on aime chez vous, qu'on retrouve dans cet album. Et je crois que c'était un choix dès le départ, en fait, pour vous, qui sonne comme ça. Alors c'est surtout un choix tactique un peu. En fait, j'ai remarqué que quand je chantais en jouant avec les musiciens en live, en fait, je chantais pas du tout de la même façon que quand j'étais seul derrière un micro, comme un enregistrement normal où on fait chacun son truc. En fait, je perds beaucoup d'énergie si je joue pas avec les autres. Et donc en fait, je cours après ça maintenant tout le temps. Et ça fait plusieurs albums. Ou même si après je travaille les arrangements, je rajoute des trucs et tout. Mais le moment de la prise, vraiment, enfin, on va dire l'épine dorsale du morceau, c'est enregistré live et la voix enregistrée live pour avoir cette énergie qu'il y a quand je joue avec les autres, quoi. Je peux me permettre de vous dire quelque chose ou pas? Ah ben Ouais. vous pouvez, ouais. Vous avez un potentiel incroyable, vous avez un son, Gérald de Palmas, depuis le début. Mais c'est pas assez, ça sort pas assez, c'est ça. Bah, c'est pas ça, c'est que je comprends pas que vous doutiez par moments. Il y a des moments où vous avez des périodes de doute. Ah Il y a eu effectivement ce passage en anglais ouais, voilà, mais là, vous revenez au français. j'avais pas réécouté depuis 3 ans le truc, j'ai réécouté il y a quelques jours là. Ouais, c'est pas si grave que ça, c'était pas mal en fait. J'ai L'anglais. l'impression que vous avez ce côté assez, pas sombre, mais il y a une partie sombre chez vous, non? Sur le doute, vous voulez dire? Ouais. Bah, faut être un sacré crétin congénital pour pas douter dans la vie quand même, il me semble, hein. Mais trop douter.
Non? Alors, si j'étais trop douté, je pense que je me serais enfermé chez moi et vous auriez jamais entendu parler de moi. Parce que vraiment j'étais, je doute, hein, c'est clair, mais si c'était vraiment maladif ou en tout cas trop fort, je pense que j'aurais jamais pu aller jouer devant les gens ou présenter quelque chose. Il y a deux couches, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a ce qu'on pense de façon superficielle et par exemple, on peut être réservé, paraître douter de soi, ce genre de choses. C'est ce que peut-être je donne comme image en superficie. Et après, il y a ce que vous êtes au fond de vous et ce qui vous motive vraiment. Et là, je suis quelqu'un de complètement différent. Et je pense que je n'aurais pas fait ce métier pendant 30 ans, puisque j'avais commencé à 19 ans avec un groupe. Si au fond de moi, je n'avais pas une espèce de... Vous voyez ce que je veux dire? On peut être très sûr de soi au tréfonds et en surface douter énormément. Je pense que dans chaque personnalité, il y a beaucoup de niveaux de lecture différents et de niveaux de conscience différents. Je sais pas, c'est un peu ésotérique mon truc là, non? Non, c'est Non. très clair. Okay. Qu'est-ce qui vous motive le plus, Gérald de Palmas? Ça a été très longtemps, comme beaucoup de gens, prouvé que j'étais valable aux yeux de qui que ce soit. On peut trouver un tas de personnes à qui on a envie de prouver qu'on est bon. Et ça a évolué au fur et à mesure. Je pense qu'après, la motivation, ça a été le plaisir de faire de la musique. Voilà. Ce plaisir, surtout rythmique, même si les mélodies sont très importantes, hein, au moment de l'écriture, mais au moment du jeu, quand je joue avec mes potes, c'est trouver ce moment rythmique où c'est comme plusieurs horloges qui se synchronisent et vous sentez, c'est plus vraiment Louis qui joue, ça se passe plus dans le corps. Vous sentez que vous êtes rythmiquement complètement synchronisé avec les autres. Et j'adore cette sensation-là. Je crois que c'est un des trucs qui me porte le plus dans la musique. Dans cet album, il y a vraiment un choix des mots qui est assez incroyable. C'est vraiment d'une précision absolue. Vous dites beaucoup de choses. Vous parlez de la rupture, de l'amour, de la mort, enfin de plein de choses. En attendant, l'amour, c'est vraiment au cœur de cet album. Et surtout, c'est très positif. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le côté sombre, mais qui prend... qui prend pas le pas en fait sur le positif. Par exemple, Faut qu'on se batte, c'est une chanson qui aspire quand même à quelque chose de très positif. Il faut qu'on trouve des solutions, quoi. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses dans la vie? Alors, ma façon de voir les choses dans la vie, c'est surtout d'essayer d'arrêter de me mentir à moi-même, hein, et aux autres aussi par la même occasion, ce serait pas mal. Mais c'est surtout d'arrêter... J'ai la chance de faire un métier qui me laisse du temps pour réfléchir. La plupart des gens, et je pense que ça arrange bien les gens qui nous dominent, la plupart des gens bossent comme des fous furieux, rentrent chez eux défoncés de fatigue, s'abrutissent souvent devant la télé ou devant autre chose, parce qu'ils sont épuisés. Et ils n'ont pas le temps de réfléchir sur leur vie, sur la vie qu'on leur propose, sur le conditionnement de la société. Pas parce qu'ils sont bêtes, la plupart des gens sont intelligents, c'est juste qu'ils sont épuisés, quoi. J'ai la chance de ne pas avoir ça. J'ai la chance d'avoir du temps et de pouvoir réfléchir. Donc moi, ce qui me motive, et ce que j'essaye de mettre aussi dans mes chansons, c'est d'essayer de comprendre tous ces mécanismes qui font qu'on est conditionné par la société et d'essayer d'arrêter de me raconter des histoires, enfin les histoires qu'on m'a racontées et auxquelles on finit par croire au bout d'un moment à force qu'on vous les répète. Voilà, j'essaye de me poser des questions et ne pas accepter tout ce qu'on m'a appris depuis que j'ai 3 ans. Et d'arrêter de prendre les choses pour argent comptant. C'est pour ça que j'écris mes textes et j'essaye de poser des questions voilà, par rapport à ce truc-là. Et pas parce que je me considère plus intelligent qu'un autre, mais parce que j'ai le temps, c'est tout. On sent dans cet album que vous êtes un amoureux de la vie. Vous êtes un amoureux comment alors? Un grand amoureux? Un amoureux avec un grand A? De la vie, vous voulez dire Oui, de la vie tout court, un amoureux... Je suis incapable de répondre à ça, en fait. C'est d'une curiosité quand même. Oui. On ressent cette curiosité dans l'album. Hein. Non, j'ai envie de comprendre une forme de vérité. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme vérité, hein. Mais c'est surtout une aversion totale pour le conditionnement et cet abrutissement dans lequel on se trouve tous à cause de... Voilà, on vous dit depuis tout petit...
mais sans qu'on s'en rende compte, hein. Peut-être pour la plupart des gens, ça va paraître de la science-fiction ce que je dis, mais je pense pas, hein. La plupart des gens s'en rendent compte. Il y a une propagande quand même assez permanente des médias et des choses comme ça, mais même aussi culturellement de l'éducation qu'on reçoit de nos parents, qui parfois nous ont répété des choses qu'on leur a répétées, sans vraiment les remettre en question un bout d'un moment. Et donc, en fait, je suis amoureux, comme vous dites, de la vie, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu plus à la vérité, d'être un peu moins endormi, en fait. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un espèce de comme un peu comme drogué, quoi. Et j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie d'arriver à une espèce de vérité, la mienne en tout cas. Pourquoi la beauté du geste? Si je trouvais que c'était joli comme titre, c'est une des chansons de l'album. Et je trouve cette formule super belle. Je sais pas pourquoi, ça m'a paru logique de mettre ça Ouais, je en me suis titre. demandé s'il y avait eu aussi, je sais pas, des rencontres particulières et que du coup vous aviez envie Non, de non, non. l'incorporer dans Surtout ce que dans la chanson, titre en fait, d'album. je dis que je cherche plus la beauté du Oui. geste. Je voudrais qu'on revienne un peu sur. On vous a sélectionné des vinyles avec, Non. avec la discothèque de Radio France pour faire un peu un état des lieux de ce qui s'est passé dans votre vie. Et quelque part, ça nous permet aussi de comprendre la beauté du geste davantage. On a commencé par Alain Peters, parce que La Réunion, ça représente quoi La Réunion pour vous Ah, mais je connais pas du tout, en fait, Alain Peters, c'est la honte sur moi. Non, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de savoir ce que représente La Réunion pour vous. Ben, toute une partie de ma personnalité, c'est l'échafaud, enfin, c'est vraiment la fondation, puisque c'est ma tendre enfance. Je pense que musicalement, euh, c'est le rythme, je pense, qui revient le plus souvent. Il y a une découpe rythmique à La Réunion qui est particulière dans le maloya et le sega, qui sont les deux musiques qu'il y a là-bas. C'est un espèce de débit qui est entre binaire et ternaire, sans faire trop technique. Ça fait Ça y est, on y est. On ferme les yeux. voilà. Et cette espèce de débit-là, il est vraiment particulier. Ça se trouve pas partout, je crois, hein. Et c'est un truc qui m'a toujours marqué et que quand j'essaie toujours de jouer rythmiquement entre binaire et ternaire, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Ça J'ai le vient de... disque qui, a priori, marque un tournant pour vous. Oui, 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 oh là là, oui. C'est quoi? C'est votre premier 45 tours, je crois. C'est le Alors, premier que vous c'était achetez? ça c'est l'album, mais c'était le morceau qui s'appelle Gangster, le troisième. C'est mon cousin qui m'avait ramené ça de Londres, puisqu'il était parti faire un voyage linguistique, et c'était pas encore du tout arrivé en France. Et c'était une révélation pour moi, parce que jusqu'alors j'écoutais un peu ce qu'écoutaient mes parents, quoi. Mais c'était le premier truc un peu bizarre. J'avais trouvé le morceau très étrange et j'avais pas forcément adhéré. Mais comme toujours dans les trucs qui vous marquent le plus profondément, c'est pas genre waouh, c'est super. Vous dites et c'est pas ma came, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a un truc qui. Et puis vous avez qu'une envie, c'est de réécouter et vous réécoutez. Et au fur et à mesure où vous réécoutez le titre, vous sentez que ça vous prend au fond et ça y est, là, ça vous chope vraiment. Alors que le truc qui va vous plaire tout de suite, généralement au bout de la 5, 6e, 10e écoute, vous commencez à vous lasser. Et cette chanson qui s'appelait Gangster, qui était très étrange, avec une harmonie très étrange, ça m'avait vraiment pris très profondément, en fait. Et je crois que j'ai eu envie de faire de la musique à partir de ce moment-là. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez très, très réservé. Il y a une histoire assez incroyable autour de vous. Alors là, par contre, vous n'avez pas forcément été très réservé. Je voudrais juste que vous nous racontiez cette histoire de la rencontre avec Étienne Dao. Mais ça revient un peu à ce que je vous disais dans l'interview au début, c'est qu'il y a toujours... On a deux personnalités, je trouve, enfin plusieurs. Il y a deux couches. C'est-à-dire qu'en effet, en surface, je suis très réservé, mais à certains moments clés de ma vie, j'ai fait des trucs qui correspondent pas du tout à mon caractère, comme aller voir Étienne Dao en boîte et lui dire Donc vous êtes dans une boîte de nuit, en fait. Il oui, y a Étienne Dao qui est dans la boîte de nuit, vous oui, l'apprenez. oui. En fait, il était en concert. On était à Aix-en-Provence à cette époque-là. Il était sorti après son concert, je crois, en boîte de nuit. Et j'avais entendu dire qu'il venait de monter une boîte de prod et d'édition. Et j'avais bu un peu, hein, probablement. Et je me suis dit, j'y vais, quoi. Je vais lui proposer, je vais lui demander. Et j'y suis allé au flanc comme ça, en lui demandant est-ce qu'il serait intéressé d'écouter des chansons d'un jeune groupe. Et il a dit oui.
C'est bonne blague. Et du coup, on s'est retrouvé produit par lui 3 ou 4 mois après, quoi. C'est allé super vite. Ça vous évoque quoi, ça, justement? Puisqu'on parle de l'évolution après. Je n'étais pas bien épais à l'époque. Les Max Valentin, vous l'êtes toujours pas, hein, Ah bon? je vous rassure. Les maudits, bah non, pourquoi vous vous trouvez gros? Non, non, mais un peu plus épais là. C'est quand même. Waouh, c'est la chemise qui me porte, on dirait. Ça vous évoque quoi, ça? Euh, c'était particulier comme souvenir. C'était le début. C'était rigolo déjà d'être avec Edith et Jean-Louis. On rigolait bien. Il y a un côté très fun, parce qu'en plus on sortait tout le temps avec Étienne, il nous amenait dans toutes ces soirées. Donc il y avait un côté très très fun. Après je culpabilisais un peu parce qu'on bossait pas des masses quand même. C'était un peu les années 80. C'était pas... Il y avait pas, on jouait pas beaucoup en live à cette époque-là. Enfin, c'était quand même... on faisait plus la fête qu'autre chose. Donc il y a une petite part de culpabilité dans le souvenir où je me disais... On bossait pas assez, mais Vous êtes c'était un gros fun. bosseur, hein, Gérald Alors de Palmas. pas du tout. Perfectionniste ou pas? Ouais, oui. Je suis perfectionniste. Et en fait, je sais pas si je suis bosseur. J'arrive pas à le savoir. Je crois que je culpabilise énormément de ne pas avoir bossé à l'école, parce que j'ai jamais ouvert un cahier de ma vie. Et donc, je garde un peu ce complexe-là, mais en fait, je crois que j'ai compensé en bossant vachement, en fait. Comment c'est possible de ne pas avoir ouvert un seul cahier de votre vie J'ai magouillé. C'est-à-dire? Je sais pas, très rapidement. Non, je pense que jusqu'à la quatrième, troisième, j'ai dû un petit peu ouvrir. Et après, c'était terminé. Donc il y en a qui ont choisi l'école privée et l'autre l'école publique. Vous, c'était l'école buissonnière. Exactement. D'accord. Bon, chacun son Mais truc. en fait, il y avait un magasin de musique en face de mon lycée. Et donc, en première, terminale, tout ça, j'ai commencé à faire... on va dire qu'au début, c'était 80% dans le lycée et 20% dans le magasin de musique. Et au bout de 3 mois, c'était 90% dans le magasin de musique et 10% à l'école, enfin au lycée. C'est bien, c'est que vous aviez un œil quand même sur l'école. Mais je gardais un petit 10%. Voilà, c'est quelque part plutôt pas mal. Je faisais de la musique avec un... Il y avait un type qui réparait les guitares dans le magasin de musique avec qui j'avais sympathisé, qui était guitariste. Et moi, je jouais de la basse. Donc on passait des heures à jouer dans le magasin. C'était top. On va revenir justement sur ce côté bassiste tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle de Level 42, qui est un groupe, je crois, très important pour vous. On vous a même sorti Mark King, ça doit vous parler, ça aussi. Oh là, mon Dieu. Ça, c'était c'était une période après les specials, après tout ça. Ça n'avait plus rien à voir. C'était une période basse, quoi. J'étais fou de basse et de slap, du rythme, une façon de jouer de la basse en tapant dessus. Et j'étais fou de ça à cette époque-là. C'est vraiment comme ça que vous avez commencé d'ailleurs. Enfin, cet amour de cet instrument. De la basse, oui. Ouais. Pas forcément ce genre de jeu-là, mais c'était la basse au début. Ouais. Lui, Level 42 et Marking, c'était une période. Ouais. Mais j'aimais bien le côté rythmique mélangé avec la basse. Quoi. Parce que d'habitude, les garçons, ils choisissent la guitare, parce que c'est mieux pour draguer les filles, mais vous, c'était la basse. Alors, j'avais commencé par la guitare, mais j'y arrivais pas. C'était compliqué, il y avait trop de cordes. Et en fait, j'ai traîné avec un pote, et un jour, il avait une basse, et lui jouait la guitare. Il m'a dit, prends la basse. Je sais pas jouer. Il m'a dit, mais je te montre. Donc, il m'a monté trop. Et en fait, j'ai adoré. En fait, c'est le côté sensuel de la basse. Quand j'ai touché l'instrument, ça a été une révélation. Les cordes étaient très grosses. Et le son très rond, très... Vous savez, dans un groupe, quand le bassiste arrête de jouer, qu'il y a un break et puis qu'il rentre, ça vous prend vraiment là. C'est des fréquences très, très agréables, très... rassurantes aussi. Ouais, et qui assoient le groove, qui assoient la musique. C'est charismatique. Je sais pas, mais en tout cas, wow, j'ai dit, mais oui, c'est ça mon truc. Je crois que ça, c'est pas votre Madeleine de Proust, mais en tout cas... Si, un peu. Ouais. Every Kind of People, Robert Palmer. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre titre phare? En tout cas, cet album-là, c'est probablement des albums que j'ai écouté le plus de tous les albums que j'ai pu écouter. Ouais. Ouais, il y a une espèce d'univers, la voix de ce type blanc, mais qui chantait un peu soul, comme les Blacks. Enfin, une espèce de mélange. J'adore, en fait. Ce que j'aime dans la musique aussi, c'est le mélange. Et c'est pas un puriste, quoi. C'est pas soul, blues ou funk ou folk. Il mélangeait plein d'autres. Et j'adorais ça. Vous avez ce truc-là, hein, probablement. d'aimer les mélanges, en tout cas, de les faire vivre, ressentir. Il se passe vraiment quelque chose. J'ai tellement autour de écouté vous. ce type-là que.
Après, il y a vraiment l'inspiration. On a trouvé Stevie Wonder, qui est a priori J'ai écouté aussi beaucoup. pareil, qui a beaucoup influencé votre J'étais musique. fasciné par le chant, en fait. C'est ce que je n'arriverai jamais à faire, mais... Bon, maintenant, ça va, je suis guéri, j'y pense plus. Mais pendant longtemps, ça a été une espèce de quête du Graal, de chanter haut, avec beaucoup de technique. Mais bon, il faut avoir... je pense pas avoir l'organe qu'il fallait pour faire ça. Mais j'écoute toujours avec autant de plaisir. C'est juste fascinant, sa façon de chanter. Dans la beauté du geste, on sent que vous avez trouvé vos marques. On sent que vous savez. Ouais, c'est plus... Je sais pas, j'y pense moins, ça devient moins une priorité de faire des prouesses vocales ou des trucs comme ça. Je me concentre plus sur l'émotion que j'essaye de faire passer. J'arrête de courir derrière ça, quoi. Franchement, ça sert à rien en plus. C'est important d'avoir sa mais personnalité. quand Vous l'avez, aimez- votre personnalité. Oui. Ouais. Cat Stevens? La guitare folk, ça a été... lui et Tracy Chapman, ça sera drôle, puisque c'est quand même pas du tout les mêmes générations et les mêmes... Enfin, je sais pas, peut-être les gens diront que c'est pas le même univers, mais c'est deux personnes qui m'ont attiré vers la guitare folk. Otis Redding? Le côté soul, c'est Toujours. venu plus tard, ouais. Et les chansons. Je crois que cet album-là, il a joué un peu dans la création Mais c'est super récent pour moi. voilà, du petit C'est dernier. encore un truc sur lequel je pourrais avoir honte, parce que de s'y mettre aussi tard. Mais bon, c'est comme ça, c'est venu très très tard chez moi, cet intérêt pour la langue. Ça vous a apporté quoi d'écouter Georges Brassens pour créer ce nouvel album, La beauté du geste? J'adore l'élégance de pouvoir dire des choses très crues, ou même pas forcément dans les mots, mais dans les images, d'aller à des trucs vraiment... c'est très très cru parfois, Brassens. Et de garder l'élégance, c'est le talent à l'état pur, quoi. Réussir à faire ces deux choses-là en même temps. De dire des choses aussi, hein. Mais oui. Parce quand que je dans dis des cet choses, album, quand je dis que c'est cru, positif, mais vous y allez, quoi. Ouais, à mon humble niveau, j'essaye. Mais en tout cas, c'est grâce à... En fait, ça a toujours été grâce à plein de gens que j'ai réussi... Enfin, aux gens que j'ai pu écouter, que j'ai réussi à faire des choses. Je sais pas si vous avez dans votre... J'ai Kent, parce qu'on parlait du côté bassiste tout à l'heure. Oui, j'ai joué sur... C'est sur cet album-là J'ai joué en tant que bassiste. Ouais. C'était sympa, c'était pas cette période-là. Avec Chris Isaac. Première partie. Ça devait être un grand Une moment des aussi. premières. Je me suis retrouvé... le quatrième concert que j'ai fait de ma vie, le quatrième vrai concert, c'était à l'Olympia en première partie de nuit. Grand moment de solitude avant de monter sur scène. J'ai vraiment flippé, mais c'était super. Au début, vous appréhendiez beaucoup de monter sur scène. Énormément. Palmas. Vous faisiez quoi alors pour vous décontracter? C'était quoi? Rien du tout. Je montais terrifié, je ressortais terrifié. Ça a duré comme ça pendant des années. Et le déclic? Parce qu'aujourd'hui, on vous sent beaucoup plus Il n'y a pas eu serein, de déclic, ça s'est fait progressivement. Avoir peur, moins peur du regard des gens, du jugement des gens, et me laisser la musique me porter. Mais par contre, si je me retrouve, même encore aujourd'hui, dans un endroit où le son est pas bon, où il y a un problème de son et que je suis pas porté par la musique, je peux vite me retrouver déstabilisé. Encore aujourd'hui. Est-ce que là, pendant les balances de France Bleu Live, vous êtes senti à top. l'aise? Le son est d'enfer. J'espère que ça va être, je vais être à la hauteur ce soir, parce que le son est vraiment bien. Il paraît que le son, pendant le concert, est encore meilleur que pendant les balances. C'est incroyable. Formidable. C'est la force de Mettez-moi France la Bleu. pression. Bah non, justement, je vous décontracte. Paul Young? Je fais des premières parties. C'est sympa. Ouais, c'est très sympa. James Brown? Ricard Live, ça s'appelait. C'était sponsorisé par Ricard. Et on jouait qu'une demi-heure. Je crois qu'on a tous pris 8 kilos en un mois. Pourquoi? Parce qu'on jouait très peu et on buvait du Ricard et on mangeait comme des fous. Et c'était hallucinant. On est sortis tous obèses de cette tournée. Faites attention parce qu'on commence à croire que définitivement vous n'avez jamais vraiment bossé, quoi. Ça va finir comme ça. Ça commence à Tant faire pis, beaucoup. j'assume. James Brown, on en parlait. Le rythme. C'est un truc tellement important chez moi. Ça a toujours été... Même si j'essaye de rester très concentré sur la mélodie, mais musique sans rythme. Même dans la musique classique, vous savez, vous pouvez retrouver, je sais pas,
15-20 versions d'un morceau classique connu, avec différents orchestres, différents chefs d'orchestre. Et j'ai remarqué que ceux qui me plaisent toujours, c'est ceux qui sont rythmiquement les mieux sentis. Ce qui est très difficile pour un orchestre symphonique, puisque ils sont très nombreux, il faut que tout le monde joue ensemble. Le principe du chef d'orchestre, évidemment. Mais c'est très dur au niveau de l'acoustique, j'imagine. Hein, parce que nous, déjà à 4, on a du mal. Mais quand vous vous retrouvez à, je ne sais plus combien ils sont nombreux, et j'ai remarqué que toutes les versions qui me touchent le plus, c'est celles où rythmiquement, ils jouent vraiment ensemble. On la ressent, hein, cette rythmique aussi, dans vos albums, notamment dans La beauté du geste. Je voudrais qu'on parle des collaborations, c'est important. Avec Maxime Le Forestier, c'est vraiment passé quelque chose, notamment sur la chanson Tombée. Ouais. Je crois que vous le croisez, il vous reste une mélodie qui est libre, entre guillemets, et vous lui demandez... Oui, en fait, j'ai une chanson, c'est la fin d'un album, et j'ai plus trop le temps d'écrire. Je suis un peu à la bourre, mais j'aime bien cette mélodie, j'ai les accords, la mélodie. Et un copain nous présente. Et en fait, je joue le morceau devant Maxime, et il écrit le texte en temps réel, comme ça, devant moi. C'était une sacrée expérience, ça. Alors, je suis tombée en plus sur une version incroyable où Céline Dion a repris la chanson En anglais. Tombée. En anglais, ouais. Ce qui est juste incroyable. Ouais, enfin, c'était rigolo. J'étais parti enregistrer à Miami avec elle. Ah, c'était comique. Ah, mais c'est un phénomène. Hein. C'est comme Johnny, ça, c'est des personnages... il se passe toujours quelque chose avec eux. C'est pas des gens... C'est comme s'ils venaient un peu d'une autre planète. Donc, quand vous les côtoyez, il se passe toujours des choses extraordinaires. Et pour moi, ça reste des super souvenirs. Johnny, Marie, le travail que vous avez fait avec Johnny Hallyday, c'est sympa aussi. Est-ce que ça fait grandir, ça, Gérald de Palmas, de travailler avec ces gens-là? Je sais pas. D'obtenir leur confiance, en fait. Oui, c'est au niveau de l'ego. D'un coup, vous avez la tête qui explose. On passait plus par la porte, quoi. Mais après, il faut être conscient de ce que c'est. Hein. C'est que ça, quoi. Vous êtes arrivé, vous, d'avoir un ego qui... Alors, toujours pareil, en surface, j'essaye de contrôler énormément. Au fond, je contrôle pas trop. Je pense qu'au fond, j'ai eu des excès de... Mais en surface, je crois que j'ai toujours réussi à peu près à faire en sorte de ne pas être trop tête de con, quoi. Tricheur un peu. Ouais. D'accord. Jean-Jacques Goldman. Pareil, très important, Jean-Jacques Goldman. Ouais. Moi, je pense que s'il m'avait pas aidé avec J'en rêve encore, et s'il n'avait pas fait le texte de J'en rêve encore, j'aurais eu du mal à retrouver confiance en moi. C'était un moment où c'était vraiment dur, là. Donc il a été c'était vraiment crucial, quoi. Avec le recul, comment vous expliquez ce moment qui était très dur pour vous? On vous a senti vraiment que vous étiez... Mais c'est toujours le même principe, en fait. Ces histoires de confiance en soi, si seulement il y avait ça doit exister. Un petit médicament, une petite pilule qui vous donne confiance en vous. C'est parti, une fois que vous avez confiance en vous, ça roule tout seul. Une fois que vous perdez confiance en vous, c'est terminé, il n'y a plus rien qui sort. Moi, c'était une catastrophe, j'arrivais encore à faire de la musique, des mélodies, mais plus à écrire les textes. C'était bloqué, quoi. Et lui, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Alors pareil, il a accepté tout de suite, en fait. Hein. Tout de suite. Enfin, vous lui avez fait écouter plusieurs chansons. Il a choisi. Non, c'est ça qui est bien avec Jean-Jacques, c'est que c'est probablement un des gars les plus directs que j'ai pu rencontrer dans ce métier. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais, où je cherche toujours un peu de vérité, un peu d'authenticité. Et c'est ça aussi qui me plaît énormément chez lui, c'est qu'il ne s'embarrasse pas. Bon, déjà, il a une position qui lui permet aussi ça, hein, j'imagine. Mais je pense que c'est dans son caractère aussi. Il ne s'embarrasse pas. Et donc, non, s'il a un truc à vous... Il m'avait dit, non, file-moi plusieurs chansons, puis si ça me plaît, j'écrirai. Si ça me plaît pas, sous-entendu, si ça me plaît pas, tu n'auras plus de mes nouvelles, quoi. Et il a choisi une chanson. C'était J'en rêve encore. Vous vous rappelez quand il vous a appelé pour vous dire Banco, on y va? Non seulement, oui, je me souviens très bien. Je me souviens aussi de la première fois où il me l'a fait écouter. J'étais allé dans son appart. Et alors, Jean-Jacques, il y a un truc, c'est que justement, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la chose principale, c'est-à-dire la relation entre la musique et le texte. L'arrangement, au début, il s'en fout complètement, quoi. C'est vraiment subsidiaire pour lui. Et donc, une fois qu'il sent qu'il y a une vraie corrélation entre la mélodie et le texte, c'est gagné pour lui. Ce qui arrive derrière, c'est moins... Et je me souviens, il avait fait une maquette où il chantait le texte qu'il avait... Mais il avait fait ça super vite, il en a rien à foutre, parce que c'est pas important pour lui. Parce que à l'époque,
ça me paraissait un peu fou, quoi. Mais aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, j'ai bien évidemment compris qu'il a raison. Une fois vous avez vraiment l'ossature, s'il y a l'harmonie existe entre les paroles et la mélodie, vous pouvez faire tous les arrangements que vous voulez derrière, hein, c'est gagné quoi qu'il arrive. Et je me souviens donc que j'avais écouté cette maquette au début, ça m'avait fait super étrange, parce que moi à l'époque j'étais vraiment à fond dans les histoires de sons, de maquettes super chiadées, et j'avais entendu cette maquette, je dis oh putain. Mais bon, heureusement, j'ai été pris par le texte et la musique, et j'ai dit non, ça me plaît grave. Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday maintenant, on l'a abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que Johnny Hallyday, c'est un artiste particulier qui a une dynamique, enfin voilà, il a quelque chose, il a une présence, il a un charisme aussi. Vous aimez ça, hein, quand on est intègre, parce que c'est un personnage. C'est surtout que vous êtes au cinéma avec Johnny Hallyday, quoi. Sauf que c'est toute la journée, c'est comme si vous baladiez, votre vie devient un écran de cinéma, quoi. Il se passe toujours des trucs pas possibles. Déjà, vous vous retrouvez à Los Angeles, au Beverly Hills Hotel. Voilà, j'ai vécu 2 mois en le côtoyant comme ça pendant cet album. C'était des super souvenirs. On a fait des choses que je peux pas toujours raconter parce que des fois ça partait un peu en sucette, mais c'était fun. C'est des super souvenirs. J'ai adoré ce passage-là. Et en plus, ça a marché. Marie a super bien marché, donc c'était une vraie fierté en plus. Racontez-nous juste l'histoire de cette chanson, Marie, qui est quand même une chanson mais incontournable pour la chanson française, pour nous, pour Johnny Hallyday lui-même. En fait, je ne me trompe pas, c'est Pascal Nègre, hein, qui donc dirigeait Universal à l'époque, et qui m'avait contacté en premier en me disant voilà, on va faire un nouvel album pour Johnny, est-ce que ça te branche d'essayer d'écrire? Je lui ai dit mais moi j'ai jamais fait ça. Il me dit mais essaye toujours, on verra bien. Et en fait j'avais une mélodie qui traînait, et je sentais que c'était pas vraiment tout à fait pour moi. Et j'avais, je crois que j'avais déjà oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait, ou un truc comme ça. Et juste le petit riff de guitare aussi. Et c'est pas vraiment ce qu'il voulait, hein. Il voulait quelque chose un peu plus comme Allumer le feu, ouais, un genre de plus rentre dedans, plus. J'avais pas envie, moi. Et donc je me suis dit, bah non, je vais quand même essayer de faire cette balade parce que je trouve qu'il y a un petit truc. Donc j'ai fini d'écrire le morceau en essayant de l'orienter un peu vers lui. Et puis ils l'ont écouté, et puis c'est passé. Ils ont trouvé ça d'enfer. Quand il a chanté Marie, c'était une évidence d'un seul coup? Je sais plus, j'étais trop. J'avais la tête qui explosait quand j'ai entendu Johnny Hallyday chanter ma chanson. J'étais censé diriger la séance, mais je crois que j'étais tellement parti en sucette dans ma tête que j'ai dû dire oui, c'est très bien, formidable. Je pense que j'ai rien calculé, j'étais juste sur un autre. Bon, en tout cas, merci parce que cette chanson est magnifique. un autre planète. Alors Mathieu, il a joué sur mon 2e album. À l'époque, je crois qu'il avait... Non, ben oui, je suis sûr, même il n'avait pas encore sorti ses propres albums. Non. Il jouait à droite à gauche, en fait, hein, comme guitariste. Et je pense que c'est un des musiciens qui m'a le plus impressionné en studio. C'était très impressionnant. Il avait une façon de jouer de la guitare comme certains respirent, quoi. Hendrix, un peu. Hein. On voyait plus d'interface. Je sais pas... Évidemment, j'ai pas vu Hendrix jouer en vrai. Mais Mathieu, il y avait un truc dans le studio. C'était comme si je lui posais une question et il me répondait en jouant de la guitare, quoi. Il faut dire qu'il a commencé à apprendre la guitare sur une guitare à Woolsey, donc quelque part avec une seule corde. Donc après, on sait tout faire. J'ai vu plein de gens très très doués jouer. Là, c'était au-delà de ça. C'était vraiment... je vous dis, il n'y avait plus d'interface. C'était comme s'il parlait à travers sa guitare, quoi. C'est impressionnant. Je voulais terminer sur Ben Harper parce que c'est un artiste que vous aimez pour l'énergie. Et je trouve que cette énergie, on la retrouve dans la beauté du geste. Oui, j'ai écouté beaucoup, surtout ses premiers albums. Et surtout la dynamique, c'est très rare. Vous savez, la dynamique, c'est la différence entre un moment très calme dans une chanson et un moment très fort. Encore une fois, dans la musique classique, c'est hallucinant la dynamique qu'il peut y avoir. Vous savez, des fois, vous avez un morceau qui commence au hautbois, vous entendez les gars
Vous entendez des bruits de respiration et tout. Et à un moment donné, tout le monde joue ensemble et vous vous retrouvez avec un niveau sonore extraordinaire. Ça n'existe pas, ça, vraiment, malheureusement, de moins en moins. Dans la musique aujourd'hui, vous avez tout est à fond depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est un peu fatigant. Et lui, il avait remis ça un peu au goût du jour, où vous aviez des passages où il chantait très très doucement, Ben Harper. C'était super dans le souffle et tout. Et après, ça pouvait exploser. J'aimais bien ça. Mais il y a un disque que vous n'avez pas qui est très important. Allons-y. Alors, je me souviens plus du nom du disque, dis donc, du coup, de l'album. C'est un 33 tours de Juan Rosoff. Vous connaissez Juan Rosoff? Oui, monsieur. Et je crois que j'étais tombé là-dessus. Je sais même plus dans quelles années, mais début 90 peut-être. Et c'était le premier gars que j'ai entendu chanter groove en français. Quoi, ça marche? Et c'était une révélation pour moi. Je me dis, mais si lui, il y arrive, c'est donc c'est possible. C'est grâce à des gens comme ça, en fait, qu'on arrive à... Bon, je me compare pas à lui, parce que c'est très, très funk ce qu'il fait, et il le fait beaucoup mieux que moi. Hein. Mais par contre, de voir la porte ouverte, c'est grâce à des gens comme eux, quoi. Donc, on a oublié Juan Rosoff. Ouais. Yes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voudrais juste qu'on parle de la tournée qui arrive, Mhm. savoir ce que ça représente pour vous de monter sur scène aujourd'hui, de rencontrer ce public. Ah, ça représente la même chose que depuis toujours. Je passe tellement de temps chez moi seul à bosser qu'à un moment donné, je suis trop content de partager avec les autres, quoi. C'est vital pour moi, sinon je deviens fou. On a l'impression que maintenant, en tout cas, vous délectez davantage. Oui. Bah, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'appréhension de la scène. Donc, évidemment, le plaisir est décuplé. Ouais. On va retrouver quoi dans ce France Bleu Live, Gérald de Palmas? Je pense qu'il y a une vraie évolution du style. Ça devient de plus en plus rythmique quand même, je trouve. Peut-être que je prends un peu plus de... Moi, je vais un petit peu plus loin. J'ose peut-être un peu plus de choses qu'au fur et à mesure que je vieillis. C'est vrai? Non, Ouais. vous grandissez. Bon, je termine avec le dernier vinyle. Yes. C'est qu'on va vous offrir ce France Bleu Live. On va vous offrir votre premier vinyle. Nice. En live, évidemment, La beauté du geste. Voilà, on tenait à vous faire ce cadeau-là. Thank you very much. Parce que c'est important d'avoir son propre vinyle. En tout cas, merci à vous. Mais merci beaucoup. Ça s'appelle La beauté du geste. Merci.